Cette semaine, à l'émission, on se demande si la retraite est un mirage, un idéal bourgeois ou un repos bien mérité. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous et bienvenue à votre magazine Foi et Culture. Ici Antoine Malenfant, votre animateur pour cet épisode consacré au thème le moins glamour de l'univers, celui de la retraite. Pourquoi on a décidé de parler de ça? Quand je proposais à Laurence Godin-Tremblay de participer à cet épisode, elle m'a dit tout de suite « Tiens, voilà une façon audacieuse de rejoindre votre public cible de 25-30 ans. » C'est ça. Les jeunes sur YouTube n'attendaient que ça, un épisode sur la retraite. Régulièrement, on nous écrit pour nous demander cet épisode. À quand allez-vous parler de cette période lointaine dans nos vies? Exactement. Ben, c'est aujourd'hui que ça se passe, chers amis. Et pour ce faire, on est très bien accompagné de trois jeunes de cœur. Ben, Laurence, que vous avez entendu. Salut, Laurence. Salut, Antoine. Chroniqueuse pour Le Verbe, mais aussi grande spécialiste du troisième âge. Explique-nous. Nouvellement engagée à l'Université du troisième âge de l'Université Laval. Donc, j'ai pas encore enseigné, mais je suis déjà un peu une spécialiste là, du fait d'avoir été engagée comme ça. Je pense que le plateau d'aujourd'hui va te préparer d'une certaine manière aussi. On a aussi l'abbé Thomas Malenfant, prêtre dans Mission Bellechasse et Chemin. Salut Thomas. Salut. Aussi frère de l'animateur dont n'est pas du monde. Spécialiste aussi des retraités, dans le fond, parce que... Effectivement. Explique. Si c'était pas de nos retraités, nous autres, dans nos paroisses, il y a beaucoup de choses qui ne fonctionneraient pas. C'est vraiment... Moi, quand je suis rendu que je les sens, là, ceux qui vont prendre leur retraite bientôt, là, je les sens à 100 mètres. Tu as développé un sens Bonjour, bonjour. Faudrait qu'on jase. Comme un C'est la partie de la vie extraordinaire pour s'engager dans la communauté chrétienne, vraiment. Chasseur de tête blanche. Oui, exact. Génial. On aura l'occasion d'en discuter abondamment dans la prochaine heure. Thomas, très hâte de t'entendre là-dessus. Et un invité pour la toute première fois à On n'est pas du monde, Monsieur Alain Gagnon. Salut Alain. Bonjour. Professeur de philosophie à la retraite. Oui. Depuis combien de temps tu es à la retraite? Depuis, ça va faire 7 ans bientôt. Ah, déjà. T'es bien installé. Une retraite tôt. Ouais. J'ai commencé tôt à travailler, puis j'ai fini tôt. Tu es aussi père de famille nombreuse. Tu as 16 enfants. J'ai 16 enfants. Et plusieurs petits-enfants. Combien ce jour? Je ne sais plus le compte exact. Là. Je pense que c'est 36 puis 2. And counting. Oui, ça va vraiment vite, continue, là, plus vite que moi. Là, ouais, c'est ça. Ça devient exponentiel à un moment donné. Dont la moitié de tes enfants, à peu près la moitié, sont encore à la maison. Non, 4. Ah, OK, je n'ai pas les dernières nouvelles. Il reste juste 4, OK. Ouais, seulement le quart de ta famille qui est encore à la maison, ça te tient quand même occupé. Ben oui, c'est sûr qu'il y a encore du Costco à faire, et, du pelletage, des mécaniques et toutes sortes de choses. Du quotidien, du travail. Oui, c'est ça, qui n'arrête pas. Ça, il n'y a pas de retraite à ce niveau-là. C'est ça, donc c'est pas l'oisiveté nécessairement. Non, non, c'est ça. Ça n'a pas arrêté, même ça... Ben non, ça n'a pas augmenté avec la retraite, là, mais ça n'a pas arrêté. Là. Ça s'est diversifié. Oui. Parce que c'est toujours... ma priorité, c'est la famille ou les familles, finalement. Là. Et ça, il y a toujours de l'ouvrage. Les parents, évidemment, travaillent. Mes enfants travaillent aussi dans la famille. Pas de façon rémunérée, d'habitude. En tout cas, pas chez nous, c'était pas rémunéré. Et, mais aussi les grands-parents... je pense, devrait travailler beaucoup plus pour la famille. Alors, se retrousser les manches, donner un coup de main autant que possible. Si mes parents écoutent, je fais un massage. Ouais, t'as-tu une commande? T'aimerais faire garder les enfants en fin de semaine? Je profite juste comme du moment. De ta célébrité là, pour passer les messages. S'il vous plaît, à l'aide. Est-ce que tu pensais à la retraite quand tu avais nos âges, Alain? Je dis pas que tu as un âge si tant plus élevé que le nôtre, mais... Je trouvais ça ridicule un peu. Il y avait dans le temps Liberté 55. Je sais pas si vous avez connu ça. Il y avait des publicités. On m'en a parlé, oui. Et c'était des fonds de retraite qui promettaient d'aller faire du surf à 56, 57 ans. Là, et là, c'est sur une plage dans le sud.
Et moi, je disais, mais ces gens-là, ils ont la retraite. Ils sont pas capables de faire du surf à 57 ans. C'est quoi ce rêve-là? Étrange, là. Alors, les gens parlaient de REER. Moi, c'était pas question. De toute façon, j'avais pas d'argent à mettre dans des REER. Fallait nourrir nos enfants. Tout allait dans l'épicerie. J'étais pas mal insouciant là, OK. Par rapport à la retraite, là, à assurer un bon revenu de retraite. Il faut dire que étant professeur, il y a des fonds de retraite organisés d'avance. Je me disais, bof, ça me suffit. Je calculais pas beaucoup à ce niveau-là. Tu n'avais pas à en mettre de côté en plus, là. Non. Tu dis insouciant, ça peut être péjoratif. Est-ce que tu le vois comme ça? Limite irresponsable ou si je pousse un peu C'est le certain bouchon? que plusieurs me voyaient comme ça. Uh-huh. Je suis d'une famille de comptables. Là, et, ouais, c'est ça. Mon père, mon frère. Et ça faisait un petit peu vraiment quelqu'un qui pelletait des nuages. Là, d'ailleurs, il était en philo, ce pelleteux de nuages-là. Là, alors, ça cadrait bien avec le type, là, avec la personnalité, là, de s'en foutre un peu. Mais c'est un petit peu une insouciance en même temps avec le fonds de retraite du gouvernement. C'est facile d'être insouciant dans ce temps-là. T'avais un coussin quand même. Oui, c'est ça. Je savais un peu ce que ça donnait. Je me disais, bon, ça me suffit. Alors, c'est libérateur quand même là, de ne pas penser à ça, de ne pas être obsédé par ça. Parce que je trouve qu'il y avait un excès. Je me souviens d'un de mes enfants qui, en secondaire 5, se faisait parler de la retraite, devait planifier sa retraite. Je me souviens très bien, c'est des cours de vie économique où on se faisait dire ça aussi. Oui, c'est ça. Alors là, je disais, wow, là, on se calme un peu. Là. Ça, j'en revenais pas. Là. Je me disais, c'est malade. Là. Comme si le but de la vie, c'était la retraite. Là. Il y a vraiment un déséquilibre qui se faisait par rapport des moyens par rapport aux fins de la vie. Alors, ça, pour moi, j'ai eu comme une réaction un petit peu ado, là, de dire, moi, non, je rejette tout ça. Anticonformiste, un peu. Oui, c'est ça, de l'anticonformisme. C'est drôle parce que je faisais des blagues au début de l'émission, comme quoi c'est pas un sujet glamour du tout, mais en fait, je me faisais la réflexion, qu'est-ce qui fait que c'est arrivé sur la table de notre équipe, cette idée-là? C'est parce que notre équipe de journalistes, de recherchistes, moi-même, on arrive à un âge où ces questions-là émergent avec peut-être un petit peu plus de... justement, un peu moins d'insouciance. Oh, OK, là, il me reste peut-être 20, 25 ans à travailler. Si je veux pas être dans la misère, peut-être je devrais y penser. Il y a peut-être un peu de ça. Vous pensez à ces questions-là ou c'est juste moi qui est vraiment anxieux? Oui. Oui, c'est vraiment toi qui es anxieux. C'était un choix de réponse, c'était A ou B. Oui. Oui. La réponse est oui. Ah, OK, merci. Non, mais c'est cette anxiété-là, moi, personnellement, c'est sûr que j'ai une bonne confiance de travailler pour toujours. Oui? Comme prêtre, oui, c'est vraiment dans le sens que techniquement, il y a une retraite maintenant, mais qu'est-ce qui va en rester quand je vais arriver à cet âge-là? Statistiquement, c'est peu probable. Fait que, moi, parce que mathématiquement, vous n'êtes pas beaucoup de cotisants pour beaucoup mais de ce qui est caché souvent dans cette réalité-là de la retraite, c'est qu'on présente ça souvent comme l'espèce de moi, personnellement, puis ma responsabilité, puis je touche à mon micro. Ouais, c'est ça. Tu vois, je regarde en dessous de ta face. Ma responsabilité, puis tout. Puis c'est pas faux, c'est vrai. Ouais. Mais c'est aussi un pacte entre les générations, la retraite. Et ce pacte-là, on a des signes qu'il est en train de se briser. Puis c'est pas juste les prêtres comme classe de travail. Ouais, c'est ça. On est dans une situation assez intense, là, où on peut être dans un diocèse 250 prêtres, puis d'ici quelques années, il en reste 15 qui contribuent sur le fonds de pension. Puis ça, d'ici quelques, c'est-à-dire 3 années. Pas beaucoup. On s'entend qu'il y a un déséquilibre entre les générations. Mais nous, on est un cas extrême de quelque chose qui est en place un peu dans toute la société. Fait que cette promesse-là, qu'on va pouvoir se faire vivre toute la vie, est en train de s'effriter. Je pense qu'il y a un côté de tout ça qui fait que ce sujet-là est pertinent aujourd'hui.
pas pour angoisser, là, nécessairement, mais pour y penser, pour remettre en question ces promesses-là. Je pense qu'il faut être irresponsable, ça serait de ne pas remettre en question cette sorte de promesse. Faire comme si c'était acquis. Faire comme si je fais ce qu'on m'a dit dans la pub des années 80, je vais être de heureux. Liberté 55. Ça, c'est irresponsable. Ça, c'est manquer de vision. Laurence? Si je pense, ben oui, clairement, c'est ça. Peut-être c'est un problème d'anxiété, là, je peux confirmer. En fait, on va changer de place, je vais prendre le divan, ça vous dérange pas. Moi, c'est une situation... je suis dans une situation un peu étrange, là, quand même, là. C'est-à-dire que... Est-ce que je pense à ma retraite? Il faudrait déjà que j'ai un travail, là. C'est-à-dire, j'ai 32 ans, je viens de finir mon doctorat, je fais une demande de post-doctorat. Fait qu'il faudrait déjà que je me mette sur le marché pour pouvoir peut-être éventuellement penser à ma retraite, mais... Je pense qu'il y a quand même un aspect peut-être intéressant. Moi, dans ma tête, j'en prendrai pas non plus de retraite, là. Pas nécessairement d'un point de vue économique. Là. C'est pas ça la question que je me pose. Là. C'est pas rare, d'ailleurs, en philosophie, là, que les professeurs enseignent assez longtemps. Là. Pas tous, là, mais plusieurs continuent leur carrière ou des choses comme ça. Pour ceux du mentorat, oui, par exemple. Oui, c'est ça. Ouais. Mais pour une raison assez simple, là, c'est que la retraite aussi, il me semble... que c'était dans l'optique, par exemple, si quelqu'un travaille en construction, ben son corps est plus capable. Son corps est plus capable de faire ce qu'il était supposé faire, là, la construction, ou une infirmière, ou des gens qui ont des métiers très difficiles physiquement, à un moment donné, ben le corps ne suit plus. C'est tout à fait normal à ce moment-là que cette personne-là ait droit à une forme de repos, ou se tourne vers d'autres occupations. Ouais. Moi, mon occupation, elle n'est pas manuelle, elle n'abîme pas mon corps, donc dans ma tête, c'est clair que je vais juste la continuer peut-être à un moment donné, je vais délirer puis je serai plus capable de philosopher. Puis ça sera la fin, là, ça sera ça qui est ça. Mais je vois pas de coupure. Je ne travaille pas en ce moment. Je n'aurai pas de retraite non plus. J'ai l'impression en plus que je ne travaillerai... En fait, à strictement parler, je vais jamais travailler. C'est fait qu'il n'y aura pas de retraite non plus pour les personnes. Même moi, je pense qu'un prêtre ne travaille pas non plus. En fait, je comprends pas. Sur le plateau, il n'y a personne qui travaille. Il faudrait définir le travail. Oui, c'est ça, on prendra le temps de faire ça. Non, mais je comprends ce que tu veux dire. Tu fais une distinction intéressante avec le travail manuel. D'ailleurs, les premiers retraités, c'était les soldats romains là, qui, après avoir fait, 15-20 ans de service, recevaient une terre dans une colonie, une province, puis pouvaient s'installer puis écouler leur vieux jours. Faut dire aussi que l'espérance de vie n'était pas la même qu'aujourd'hui. Hein. Si tu te rendais jusqu'à 55, justement, c'était le jackpot. Je te pointe pas parce que tu as 55, là, parce que tu faisais référence à la pub. Puis, mais je lisais aussi qu'au Moyen Âge, les moines bénédictins offraient une retraite aux employés laïcs qui travaillaient autour du monastère. Parce que le corps, à un moment donné, il fatigue. Oui. Il est fatigué. C'est simplement ça. L'enseignement, est-ce qu'on fatigue d'enseigner? Est-ce que tu considérais que tu travaillais, que tu avais besoin de ce repos-là? Moi, je prenais beaucoup à cœur, peut-être excessif de ma part, de la correction. Parce que j'ai toujours détesté les profs qui demandaient des travaux et qui ne corrigeaient pas. Là. Je me disais, mais je veux être corrigé, je veux m'améliorer. Alors, c'est un petit peu insultant là, quand tu reçois un travail et tu vois que tout le monde a la même note. Alors, moi, je prenais à cœur cela et c'est là où ça devenait individualisé, là, dans l'écrit. Et j'étais maniaque, là. J'étais le fou là, du département qui corrigeait le français, l'argumentation, etc. Et qui donnait 0 aussi, parfois. Alors, les gens disaient, oui, on ne peut pas avoir 0 en philosophie. Des fois, même moins 15. Des fois, j'étais dans le négatif. Mais ça, c'est vrai, hein, parce que j'ai étudié au cégep Sainte-Foy, puis je t'ai pas eu comme professeur, mais j'ai entendu ça. qu'Alain avait une réputation c'est-à-dire que j'ai des amis, par exemple, qui l'ont eu sur son horaire, puis il y avait comme un climat de peur. De crainte, oui. Mais ça peut stimuler quand même le début la de crainte, la sagesse, ouais, oui, vraiment. Donc, c'est ça. Alors, moi, aussi, moi ça m'éreintait. Là. Ouais. J'étais tanné là, de la correction. J'aurais aimé ça continuer à enseigner. Moi, j'aimais beaucoup Platon. Là. J'avais un plaisir, une ivresse
pour pas prendre d'autres mots, là, à enseigner Platon. Et je voyais que ça ouvrait des horizons à plusieurs étudiants. Alors ça, je dirais, ça, c'est plus du travail, là. Mais travail, il faudrait le définir. Est-ce que c'est rémunéré? Est-ce que ça doit être absolument pénible? Etc., là. Parce que c'est sûr que là, il y avait, dans le métier de prof, il y avait le gagne-pain, là, mais aussi un plaisir, là, un loisir, là, dans les cours, là, qui se produisait. Alors, la partie éreintante m'éreintait. Puis en plus, il y a des contraintes physiques aussi, là. Entre autres, Louis, là, l'espèce de clash aussi de civilisation, de génération. N'ayons pas peur des mots. De civilisation. Oui, c'est une autre civilisation. Et bon, à un moment donné, ça commence à être moins cute, là. Les folies de jeunesse, on en a vu, puis là, il y en a des nouvelles qui apparaissent. Là, puis, bon, encore d'autres conneries, là. Alors, puis là, je devrais essayer de comprendre. Non, là, je suis tanné d'essayer de comprendre le jargon, et, les jokes, la technologie. On voit que c'est une perte de temps pour ces jeunes-là, mais eux ne le voient pas du tout. Au contraire, ils pensent nous qui sommes arriérés, etc. J'entends de plus en plus des profs dire que l'utilisation de l'intelligence artificielle leur donne envie de devancer leur retraite. C'est ça. Ouais. C'est sûr que ça aussi, ça commençait là, dans mon temps. J'avais des stratégies pour déjouer ça. Mais c'est ça, il y avait un aspect aussi... Moi, je stressais quand même beaucoup le dimanche soir. J'avais un cours le lendemain à 8 heures. Là. Ça gâchait mes dimanches soirs. Je n'étais pas capable de rien faire, à peu près. Alors, j'avais toujours ce stress-là. Je n'étais pas dégagé. Quand je rentrais en classe, là, j'avais peur un peu. Là. Alors, tout ça faisait que ça se porte moins bien avec les années. Il y a cet aspect-là. Ouais. C'est pas musculaire, là, mais c'est psychologique. Et ça, à ce moment-là, j'étais content là, de prendre ma retraite à cause de ça. Là. Je reviens sur ce que Laurence disait aussi, Alain, si tu permets. Toi, Alain, tu avais une job qui avait du sens, là, je pense. Là, tu parlais du plaisir que tu avais à enseigner Platon, tu voyais ce que ça allumait chez les jeunes, mais il y a beaucoup d'emplois aujourd'hui qui n'ont aucun sens. Là. L'essayiste David Graeber parlait de bullshit job. Là. On connaît tous des gens qui vont au travail de 9 à 5 et qui réalisent rien, qui ne voient jamais le bout de ce qu'ils ont fait. Et ce n'est pas nécessairement des travaux éreintants ou fatigants manuellement. Il y a une usure qui peut se faire là. Et peut-être dans ces cas-là, la retraite peut être un anan ou une consolation en bout de ligne, non? Ouais, mais je vous pique un peu. Là. C'est plus un continuum. Il y a dans tout travail, je pense, la possibilité d'un sens, puis un aspect pénible. Je veux dire, dans tout travail, puis on peut remonter à la Genèse pour ça. C'est-à-dire que le travail, ça peut être... Il y a un aspect de ça qui est Dieu, qui nous dit d'emplir la terre, puis de la transformer, de la soumettre, mais pas de la soumettre dans le sens d'en abuser, mais dans le sens de transformer la réalité. Puis ça fait partie de ce qu'on... La jardiner. La jardiner, d'être comme une image de Dieu, c'est de devenir comme lui, de devenir co-créateur, procréateur. Fait qu'il y a cet aspect-là du travail qui fait partie de notre dignité, qui fait partie de ce qu'on est. On le voit, par contraste, quand quelqu'un n'a pas ça dans sa vie. On voit que ça diminue cette personne-là. On le voit en nous, quand on pense qu'on va être heureux à se pogner le beigne pendant 2 semaines, puis qu'on sort de là moins humain qu'au début, puis plus fatigué souvent. Ouais. Alors, on voit qu'il y a cet aspect-là. Mais il y a aussi, dans le même livre, il y a aussi une certaine malédiction qui vient avec le travail. C'est-à-dire qu'à cause de notre coupure avec Dieu, bien, il y a un aspect du travail qui consiste à suer, puis que c'est de la ronce qui sort souvent. Puis ça, c'est vrai que tu coupes... Et ça vient après la chute. Oui, c'est une conséquence, récit, ouais. mais c'est là qu'on est.
Les deux régimes sont encore présents. La création puis la chute, c'est là où on se trouve aujourd'hui. Fait que tu coupes du poulet chez Excel d'Or ou que tu essaies de construire quelqu'un qui réfléchit avec un cégepien, il y a un aspect de ça qui peut avoir un sens. Tu es en train de nourrir des gens ou de faire grandir un être humain, mais il y a un aspect de ça qui est une corvée. Et ça qui n'est pas propre dans les deux cas. Ça met très bien la table à la prochaine section de cet épisode d'On n'est pas du monde. Vous êtes toujours avec Antoine Malenfant, accompagné de Thomas Malenfant, hein, du même nom, de la même famille, Laurence Godin-Tremblay et Alain Gagnon. On prend une petite pause et tout de suite après, on parle justement du sens du travail dans notre siècle et de son rapport intime avec le sens de la retraite. À tout de suite. On n'est pas du monde est une émission produite par l'équipe du magazine Le Verbe. Pour vous abonner gratuitement et recevoir 8 numéros par année, visitez leverbe.com/abonnement. De retour à On n'est pas du monde avec Antoine Malenfant. Thomas, juste avant la pause, tu nous disais le travail a cet aspect pénible, a cet aspect aussi de co-création ou de même permet la procréation. Faut bien nourrir son monde des fois. Alain en sait quelque chose. Tu parlais de t'es viré au Costco encore à ce jour. C'est quoi le sens du travail? Parlons du sens moderne avant d'aborder le sens chrétien. Comment vous lisez la société dans laquelle on vit par rapport au travail? Tiens, Laurence, pour commencer. Ben moi, je pense que les gens sont obnubilés par le travail. C'est-à-dire, on parlait du fait qu'on se sent... on se sent pas très bien là, quand on fait 2 semaines à s'évacher devant la télévision. Là, on pourrait appeler ça le divertissement ou des choses comme ça. Mais moi, je pense pas que la dignité de l'homme se voit le plus dans le travail. Je dirais ça comme ça. Là. C'est-à-dire que les Grecs avaient une façon intéressante de voir la chose. Là, c'est qu'ils disaient il y a 3 types de vie. Là. Il y a la vie productive, là, quand on produit des choses à l'extérieur de soi, là, que ce soit des aliments ou... des tables, des maisons ou des choses comme ça. Ouais. Il y a la vie active, là, quand on produit pas un objet à strictement parler, mais on s'occupe de notre famille, on éduque des enfants, des choses comme ça. Ou la vie politique, qui n'est pas non plus une vie productive à strictement parler. Puis la vie contemplative, quand on ne fait que contempler, que connaître pour connaître, là, ou une vie dans laquelle il y a pas, ça sert pas à autre chose. Là. C'est une vie inutile. Fait que ça, pour Aristote, c'est le best, là, c'est le top. Oui, moi, je trouve que c'est là que la dignité de l'être humain se voit le plus, là, dans une vie où on arrive à une situation où ça sert à rien d'autre. C'est voulu en soi-même, ça a de la valeur en soi-même. Uh-huh. Puis quand je dis que les gens sont obsédés par le travail, moi, ce que je constate, en tout cas, les gens autour de moi, c'est que, c'est ça, mettons, ils vont être obnubilés par la retraite en se disant, bon, j'ai travaillé, puis à la retraite, enfin, je vais pouvoir faire ce qui compte vraiment, parce que les gens ont l'impression que c'est pour ça que la retraite est attrayante, ça va être mieux que leur travail. Puis finalement, à la retraite, ils se mettent à faire d'autres sortes de travail. Ils vont se mettre à faire de l'immobilier ou des choses comme ça, ou jardiner, ce qui n'est pas mauvais, jardiner, mais c'est une forme de travail encore, je pense. Là. Il y a comme... Est-ce que c'est la fin de l'homme de jardiner? Est-ce que c'est ça le but? C'est parce que normalement, on jardine pour avoir des aliments, puis on a des aliments pour manger, puis un coup qu'on les a mangés, OK, mais si je jardine des fleurs puis je les contemple, est-ce que ça fonctionne? C'est déjà pas si... Je sais qu'il y a beaucoup de fleurs chez Alain. Aristote, c'est un grec qui est trop charnel pour croire à l'incarnation, lui, là. C'est-à-dire qu'il peut pas... Moi, je suis pas d'accord avec ça. Dans le sens que... Non, t'es mal à l'aise, je sais. Briser le beau consensus qu'on avait jusqu'à présent. C'est-à-dire que moi, je crois qu'on est fait pour cette gratuité-là. Je suis parfaitement d'accord. Puis l'aspect productif, dans le sens... Il y a une réduction. Dans le monde moderne, tu disais, c'est quoi le travail? Faut être utile. On est matériellement réduit. Fait que c'est sûr... Presque comme des bêtes de somme, On est finalement. mesuré par notre output, par ce qu'on produit, par ce qui sort de nous autres. Ça, c'est sûr que c'est une aberration. Mais en même temps, avec la vie du Christ... Ce qu'on constate, c'est que la vie de l'homme parfait implique le travail et que la contemplation ultime, elle n'est pas détachée d'un rapport à la création, d'un rapport au concret. Puis que si c'est ça
sens possible du travail. C'est pas ça que c'est pas toujours ça que c'est rarement ce que c'est, mais ça peut être ça. Ça peut être... Disons le sens idéal. Non? Dans le jardinage, entrer en relation avec celui qui est la source de toute vie. Est-ce que c'est possible? C'est le... Et moi, je l'ai souvent entendu, cet argument-là. Là. Puis moi, je trouve que c'est comme une façon de montrer la dignité du travail par des accidents. C'est-à-dire que, par coïncidence, ça donne que pendant que je travaille, je suis capable de contempler la création puis de toucher quelque chose de plus grand que moi. Fait que c'est comme si on fait l'éloge du travail en disant, regarde, quand tu travailles, tu peux toucher à autre chose. Fait que c'est de dire, c'est cette autre chose-là qui rend vraiment digne puis qui est vraiment ce qu'on recherche, tu comprends? Ça dépend. Si ce que je recherche en jardinant, c'est d'être en relation, c'est pas un accident. C'est ça le but. Les légumes sont l'accident. Oui, OK, mais c'est-à-dire ça, je comprends ça, mais ça serait absurde. Imagine que les hommes, ils ont toute la nourriture dont ils ont besoin ou personne n'a faim. Puis là, tu continues de cuisiner parce que tu dis, moi, quand je cuisine, je touche quelque chose. Ça devient comme toutes les mères de famille là, ou les pères de famille qui continuent de cuisiner comme quand il y avait une grosse famille, une fois à la retraite. On en connaît tous, là, des gens comme ça. Moi, ma marraine, elle n'en a plus 8 enfants à la maison. Là. Il y a juste moi qui viens dîner. Puis là, elle continue. Mais où c'est comme si Aristote donne l'exemple de la guerre. Il dit, si ton bonheur, si tu penses que l'activité suprême, c'est de faire la guerre, tu es un buveur de sang, au sens où tu voudrais tout le temps qu'il y ait de la guerre pour exprimer ton courage, pour faire des combats. Puis, de la même façon, si tu penses que le but de la vie, c'est de soigner des malades, à quelque part, tu souhaites les malades. Si ton but, c'est de jardiner, tu dis c'est ça qui est génial, faire pousser des légumes puis nourrir les gens. Tu veux des gens qui ont faim. Puis moi, je dis, à un moment donné, finalement, il faut se rendre compte que faut manger, il faut faire ses affaires. Puis le plus important, c'est qu'est-ce que je fais en temps de paix, qu'est-ce que je fais quand je suis en santé, qu'est-ce que je fais quand mes problèmes sont réglés. Et d'ailleurs, il y a peut-être un indice de ce que tu dis dans la séquence, là, dans la vie du Christ. Tu parlais de la vie du Christ, Thomas. Il y a d'abord le travail manuel, puis les dernières années sont consacrées à d'autres choses, non? Mm-hmm. Bien sûr qu'il y a une progression, qu'il y a une élévation. Mais c'est quoi un être humain? Est-ce que l'être humain n'est que son intelligence? C'est ça qu'il y a derrière ça aussi. Ta crainte, c'est peut-être, puis ça, je pourrais l'accorder, là, ta crainte, c'est peut-être que quelqu'un qui... on dit, le proverbe dit qui fait l'ange fait la bête, là, quelqu'un qui dirait non, moi, je me mets pas les mains dans terre, moi, je travaille pas, moi, je suis beaucoup trop spirituel. Non, moi, je suis spirituel, je suis contemplatif. Moi, je suis un priant. Puis là, il fait juste prier tout le temps. On sait tous... ce que ça donne. Ce que ça donne. Ce que ça donne pas. Ce que ça donne pas. Mais il y a quand même... Moi, tu vois, je m'interroge, là, c'est une question que j'ai réellement. Est-ce que je vais inciter... Mes enfants, je voudrais qu'ils nous aident à la maison, d'accord? Mais est-ce que je vais les inciter à avoir un travail à l'extérieur? Moi, si mon fils veut travailler au McDonald's à 14 ans, par exemple, ça serait une déception. Je serais déçue, là. C'est-à-dire que je voudrais qu'il apprenne à cultiver... Oui, c'est ça, qu'il apprenne à cultiver une certaine gratuité, là, une certaine contemplation. Parlons-en un père très expérimenté ici. Tu disais quoi à tes enfants quand ils voulaient aller travailler à l'extérieur de la maison, Alain? Selon l'âge, là, évidemment. Ils devaient aller travailler à l'extérieur. Out! Dehors! Là, en fin de semaine, quelqu'un me disait t'en as combien qui sont à l'université? Là, c'est 11, si j'ai bien compté. Il m'a dit, mais t'es donc bien riche. Ben non, moi, je fournissais la nourriture, le logement, et lui, il payait ses études. Alors, il fallait qu'il s'organise, là, et qu'il n'y ait pas de dette aussi. Ça, c'était comme un principe de base, là. Alors, ils ont dû travailler, les enfants. Mais en même temps, le dimanche, c'est interdit de travailler. Alors, cette règle-là des Juifs me semble tout à fait... Plus j'avance en âge, plus je trouve que c'est d'une sagesse extraordinaire. Parce que, on dit dans la Genèse que le Dieu s'est reposé le 7e jour. Il n'a pas créé le monde en 7 jours, il l'a créé en 6. Le 7e, il a regardé. Et on ne travaille pas le dimanche. Alors moi, je dis aux enfants, par exemple, vous allez à l'entrevue, vous dites, moi, je ne travaille pas le dimanche parce que je suis chrétien. Et les enfants disaient, voyons, ça se dit pas, ça. Puis, je dis, fais-le. Tu vas voir. Et puis là, il revenait, je l'ai dit. Puis le patron disait, ah ouais, vous trouvez ça intéressant. Puis, alors, j'ai pas eu la job. Mais j'ai pas eu la job. Il trouvait ça intéressant. Non, mais souvent, il y avait la job. Oui, puis même des promotions. En tout cas, il y a toutes sortes d'exemples. Mais il devait travailler
parce que ça fait partie de la vie. Et à la maison, ils doivent travailler. Comme j'ai dit, c'est pas rémunéré. Mais c'est un devoir, d'abord, une nécessité. Contribuer à la vie de la famille en oui, la vaisselle, tondeuse, etc. la vaisselle. Oui, c'est ça. Alors, il y a une nécessité d'abord physiologique là, de travailler. Et ça, c'est pour toujours. Là. On en aura toujours besoin. Comme les écureuils, là, de chercher les glands avant l'hiver. Là. On a toujours besoin de ça. Mais ça on doit garder le travail à sa place. Ça, c'est clair. L'exemple du dimanche est intéressant parce que le dimanche, c'est pas comme... Comment je dirais? C'est l'apogée, là. C'est ça qu'on doit... C'est pas que le dimanche, on se repose du travail uniquement, au sens où Aristote distingue là, le repos du loisir, là, c'est-à-dire le divertissement ou le repos, c'est comme... c'est en vue du travail. Puis là, si c'est en vue du travail, c'est que le travail est meilleur que le divertissement. Il y a une belle citation de Baudelaire où il dit ça, là, tout compte fait, vaut mieux le travail que le divertissement. Parce que finalement, on ne travaille pas pour dormir. Ça serait bizarre dans ce sens-là. Moi, je travaille parce que ça me fatigue, puis le soir, je peux dormir. Ça serait un peu étrange. Fait qu'on dort pour retourner travailler. Mais c'est pas ça le repos du dimanche. C'est pas comme un moyen en vue du travail. C'est l'apogée. Ça dépasse le travail. C'est maintenant qu'enfin, les choses sont accomplies, les choses sont faites. Puis ce que je reproche à notre société, c'est que les choses sont jamais finies, ça a l'air. Il y a tout le temps de quoi que le monde... faut qu'ils rénovent leur cuisine, faut qu'ils s'achètent du linge. Aristote, il y a 2000 ans, il disait, bon, enfin, maintenant qu'on a tout ce dont on a besoin, maintenant qu'on a ce qui est nécessaire pour l'utile, l'agréable, on peut se consacrer à la contemplation puis au loisir à strictement parler. Il dit ça il y a 2000 ans, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de char, il n'y a pas de téléphone. Oui, mais il y a à peu près 120 personnes qui travaillent gratis pour lui. Il y a des esclaves. Moi, c'est pour ça que je voudrais rétablir l'esclavage. Ça fait partie des choses qu'on coupe à l'édition. Ça, c'est pas vrai. Je faisais juste une blague, mais... On ne coupera pas d'abord. Mais c'est quand même intéressant. Je veux dire, le confort n'était pas celui de notre époque, peu importe qu'effectivement, il n'y avait pas de laveuse, là, de sécheuse. Il y avait effectivement des esclaves. Il y en avait une, elle s'appelait Baboucha. Oui, c'est ça, exactement. mais dans notre société, moi, ce que je constate, c'est qu'il y en a beaucoup qui... Parce que pour Aristote, ça s'apprend. Il y en a beaucoup qui n'ont pas la capacité, qui ne sont pas capables de se reposer le dimanche. Ils ne sont pas capables de vivre le loisir qui n'est pas strictement du divertissement. Donc, de l'imposer, c'est une aide pour tout le monde. Et ça permet, c'est ce que je déduis de ce que tu dis, ça permettait un moment de famille aussi, évidemment, où tout le monde était disponible. En même temps, le travail est intéressant parce que, moi, je disais toujours aux enfants, faites travailler bien. Et là, pour travailler bien, il était camelot, hein, je me souviens. Qu'est-ce qu'un bon camelot? Pardon? Qu'est-ce qu'un bon camelot? Oui, c'est ça. Et comment tu déposes le journal, etc. Là, et là, ça peut devenir obsessif, ça va. Mais en même temps, il y a l'aspect de solliciter l'intelligence dans le travail. Là. Et ça, c'est l'être humain qui s'accomplit, là, pas totalement, ça, je suis bien d'accord. Mais le travail permet ça. C'est sûr que le divertissement aussi, tu t'investis. Mais c'est pas vrai, le divertissement. Je pense que le travail est supérieur au divertissement, entre autres parce que c'est vrai. Je fais du vrai service et je fais du bien réellement. Et je dois bien le faire. Et là, à ce moment-là, c'est ça qui est intéressant, il me semble, aussi dans le travail. On n'a pas parlé beaucoup de ça, de s'accomplir. Oui, allons-y, Et moi, j'aime beaucoup parler avec les gens de métier. Il y a une fois, il y avait un gars, il faisait des travaux dans la rue, puis il y avait un gars avec le panneau de signalisation, arrêt, etc. Puis je suis allé le voir. Puis je t'ai dit... il dit ici, je sais pas ce qui se passe. Puis là, il raconte son métier. Puis là, oui, c'est pas pareil ici. Puis ça arrive sud, par exemple. Et là, le gars, tu voyais qu'il réfléchissait toujours à sa job pour la faire, mais ensuite, il réfléchissait sur les gens. Pourquoi les gens, ça arrive nord, à Cap-Rouge en particulier, un comportement qu'il trouvait étrange, etc. Et moi, j'adore parler à tous les gens de métier pour ça. Parce que tu vois, c'est des gens, c'est des humains qui ont réfléchi à leur métier pour bien le faire et organiser leur métier pour arriver au but. Le problème, c'est comme tu dis, là, si c'est juste le métier, ta vie, il y a quelque chose. Et c'est pour ça, moi, on parlait des Grecs, il y a un disciple de Socrate, Xénophon, qui a écrit l'Économique. L'Économique, et l'économie, c'est la Boétie traduisait la ménagerie. Alors, c'est la gestion du domaine privé
oikos, là, dans l'économie, il y a le mot maison qui est là. Alors, la première économie, c'est la maison. C'est-à-dire, le travail, à quelque part, est là pour la maison. Et c'est beau s'accomplir, mais c'est aussi un gagne-pain pour vivre dans la maison et vivre le sabbat du dimanche, entre autres, en famille. Et là, on se rend compte que le travail, c'est secondaire là, par rapport à ce qui est plus important. Oui. S'aimer les uns les autres, là, aimez-vous les uns les autres, et aussi aimer Dieu, contempler Dieu. Là, tu me détromperas, là, mais il me semble... moi, on m'avait déjà dit, au fond, quand on comprend bien cette économie-là grecque, on comprend, qui est tournée effectivement vers la maison, là, ça le dit dans le mot, c'est plus proprement s'occuper de ses affaires que de dépenser l'argent que d'en faire, là, au sens où le but, c'est c'est de la dépenser pour s'occuper de notre famille, plus encore que d'en faire. On est plus dans s'accomplir pratiquement quand on... C'est pour ça, c'est ça que je dis à mon mari quand on brûle du magasiner. Je vais magasiner avec sa carte. Non, mais tu fais ça à quoi l'argent sert? Je fais de l'économie. L'argent sert à être dépensé. Et moi, ça a changé ma façon de voir la chose, parce qu'aujourd'hui, on dépense, puis c'est comme... j'ai moins d'argent. Mais moi, je suis comme, yes, je dépense. Ça servait à ça. C'était l'objectif, c'était d'acheter des choses pour ma famille. Des vêtements pour eux, une maison dernièrement. D'aller au restaurant, la gang, au ciel. Petite publicité. Mais c'est ça, là. Et là, ça coûte cher. Moi, je me souviens, mes parents étaient scandalisés. Mais c'est quoi, là? Ça va te coûter 500$, 800$ aller pour un repas, ça n'a pas de bon sens. Voyons, les enfants vont se souvenir de ça toute leur vie. Là. C'est le restaurant, on a tourné, là, puis c'est quoi cette affaire-là? Et oui. Puis d'autres fois, c'est non. On va pas au McDo parce que là, on n'a pas d'argent pour ça, puis etc. C'est-à-dire, il y a une saine gestion de l'argent. Mais tout ça en vue, on travaille en vue, c'est un gagne-pain. Mais le pain, c'est le pain qu'on met sur la table familiale, entre autres. Là. On parle des Grecs depuis tantôt. Il y a quelqu'un plus proche de nous qui a beaucoup réfléchi au sens du travail, c'est Jean-Paul II. Là. C'est quoi le sens du travail? Comment il définissait ça? C'est-à-dire qu'il y a tout cet aspect-là. Il y a un aspect secondaire au travail qui est pointé vers une contemplation, vers une relation avec Dieu et avec les autres. Mais c'est le sommet d'une montagne qui est là. C'est le 7e jour de 7. C'est pas tous les jours dimanche. Et c'est pas dimanche si c'est tous les jours dimanche. Et il y a une proportion dans la vie humaine. C'est cette vision-là qui est surtout biblique, là, qui est surtout dans la façon que la Bible a de présenter, qui se vit encore chez les Juifs orthodoxes aujourd'hui. C'est pas permis pour un Juif orthodoxe de n'être que intellectuels. Ils doivent d'abord apprendre un métier manuel pour savoir le faire, puis ensuite, ils peuvent apprendre un métier intellectuel. Puis il y a une vision, on voit qu'il y a une vision de c'est quoi l'être humain là-dedans, qui est pas seulement son esprit qui est le composé des deux. Fait, ça c'est là dans ce que Jean-Paul II dit. Mais il y a un aspect aussi, on parlait tantôt de l'aspect co-créateur, on n'a pas beaucoup parlé transformateur, qui est en lien avec ça. Parce que le sommet de la création, c'est dans cette vision-là, c'est l'être humain. Fait que ce que le travail doit le plus transformer, c'est nous, c'est les enfants, c'est soi-même. Mais ça fait partie de cette co-création-là, c'est de devenir ce qu'on est appelé à devenir dans le travail. Mais même l'aspect pénible. C'est là que la vision chrétienne a quelque chose à amener, puis c'est ce que Jean-Paul II amène. Oui, parce que comme toutes les malédictions qui viennent de la chute, tout ce qui va tout croche dans le monde est rattrapé en Jésus-Christ. La mort elle-même devient au service de la vie. Une façon de donner sa vie. Ce qui était une malédiction, ce qui était la vie qui m'est arrachée, devient une occasion, un passage du Seigneur pour donner ma vie, puis aimer complètement. Donc, c'est ta job vivre complètement. Donc, cet aspect pénible-là du travail qui vient avec l'aspect pénible de donner la vie, le déchirement qui vient littéralement avec donner la vie. D'ailleurs, on parle de travail, d'enfant. Dans les deux cas. Puis, tout cet aspect pénible-là, qui est cette espèce de goût de mort qui vient du fait qu'on essaie de vivre
sur nos bras à nous autres, puis couper Dieu. Même ça, même cet aspect pénible-là du travail peut être racheté, il y a un aspect rédempteur de cette peine-là. Si elle est vécue dans cette relation-là au Christ qui travaille, puis qui nous travaille. Et là, même livrer le journal ou faire quelque chose de très humble peut participer au bien commun et même un aspect au plan de spirituel. Ouais, c'est ça. Peut être salvifique. Même cet aspect pénible-là. Et puis ça, moi, plus je découvre ça, ça transforme ma façon de servir dans la paroisse. Parce qu'il y a même dans le travail... Il y a des aspects pénibles. Parce que c'est un travail. Non. Pas au sens technique aristotélicien. Who cares? Alors, c'est un travail, ça m'occupe. Il y a un aspect co-créateur et transformateur, mais il y a un aspect pénible. Ouais. Mais ça devient possible dans cette vision-là d'arrêter de divorcer les deux, d'arrêter de vivre dans cette espèce de calcul-là bourgeois, d'essayer de se faufiler puis d'éviter ce qui est pénible à tout prix, quitte à le pousser sur un esclave, par exemple, qui travaille pour nous autres gratis, ou... sur une machine. Sur une machine. Ou sur une machine, exactement. Sans même être fermé à l'apport des machines puis à leur contribution, mais là, ça devient l'effort mais pas dans un pénible déni, ouais. de concevoir la machine puis de l'améliorer. mais c'est ça qui peut devenir co-créateur. De se battre avec les mises à jour. Puis se battre avec les mises à jour. Windows XP. Moi, ce que je vois, en tout cas, c'est que c'est ça. Quand on parle de travail, il y a comme différentes choses là, qu'on désigne par ce mot-là. Moi, j'ai suggéré... Moi, je trouve que c'est intéressant de revenir... Effectivement, là, étymologiquement, c'est tripalium. Là, c'est l'instrument de torture, le travail, après ça, pour la femme qui accouche. Mais quand on revient au grec, ça permet de donner un défini plus clair. Là. C'est pas... on appelle travail ce qui produit un objet extérieur. Mais effectivement, aujourd'hui, les gens appellent travail la partie pénible de ce qu'ils font. Hein? Parce que moi, qui est en philosophie, là, c'est pénible. Là, c'est pénible corriger, c'est pénible lire de la littérature secondaire, c'est pénible, c'est fatigant ou des choses comme ça. Puis les gens même vont dire, finalement, qu'ils ne travaillent pas quand leur job est le fun. Ah, cette partie-là de ma job, c'est pas du travail. Comme moi, mettons. Là. Comme si le travail, c'était... par définition, le pénible. L'aspect pénible. Oui, c'est ça. Ce qui est un peu étrange, là, c'est-à-dire que même si le travail, je pense, est pénible, je pense pas que tout ce qui est pénible est du travail, là, à l'inverse. Là, et ça me semble étrange là, comme façon de penser la chose. Saint Thomas parle du travail comme d'un bien ardu. Ouais. C'est-à-dire qu'il est, par définition, quelque chose de difficile. Fait que dans ce sens-là, ça rejoint un peu ça. Mais tout bien ardu n'est peut-être pas du travail. Et tout ce qui est ardu n'est pas un bien non plus. On est clair là-dessus. On va toutes les faire. Il suffit de... On va toutes faire. Fait qu'il y a ça. Puis après ça, il y a ce qui reçoit... Quand on reçoit de l'argent pour ça. Moi, je trouve que les gens appellent le travail aussi du moment que tu reçois de l'argent pour ça. Puis je trouve que là, il y a un problème dans notre société qui est que on a tout égalisé. T'sais, du moment que tu reçois de l'argent, c'est un salaire, donc c'est du travail. Puis un influenceur sur Internet... C'est un travail. T'as de l'argent. Ou moi, on me paie... Avant, on distinguait honoraire puis salaire, là, c'est-à-dire qu'on disait c'est pas la même chose donner un salaire qui est vraiment comme une équivalence. Tu as fait une table puis je te donne l'argent qui équivaut à ça. C'est un échange une justice, égal. Mais tu sais, à strictement parler, si je vais me confesser à Thomas puis que je lui donne 5$ après, il n'y a rien qui est équivalent à ce que j'ai reçu. Là. Le pardon de mes nombreux péchés, parce que je peux surprendre mes... On peut ça peut être à la livre. Plus que 5$. C'est plus que 5$. Ça peut être à la livre. Mais si j'ai donné 1000... on ouvre les enchères, là, vous pouvez commenter sur YouTube. Si je donnais 1 million, il n'y a pas de proportion. Il n'y a pas de proportion entre les biens spirituels puis les biens terrestres, comme les biens... l'argent. Fait en fait, il y a des choses qui n'ont pas de valeur. Un prêtre n'a pas de salaire, à strictement parler. C'est un traitement. C'est le mot qu'on utilise d'ailleurs. C'est ça. On dit pas je te donne tant pour ce que tu fais ou je te donne tant pour les heures que tu fais. On couvre tes dépenses. Ce que l'Église dit, c'est je te donne assez de sous pour que tu n'aies pas besoin d'avoir un autre job. En gros, c'est plus ça le sens du traitement. Mais c'est vrai.
dans ce sens-là, j'ai pas de job. Nos sociétés, c'est ça, ont tendance à tout égaliser, je trouve. À tout égaliser, comme quoi, du moment que tu reçois de l'argent, ben, tu travailles comme n'importe qui, puis toutes seraient également le même type de vie. Puis, bon, enfin. On a parlé du 7e jour, puis il y aurait peut-être une analogie à faire, c'est ça. Est-ce que la retraite, c'est le 7e jour de la vie d'une personne, de la carrière? On prend une petite pause, puis on revient avec ça ou d'autres choses. À tout de suite. Vous avez un commentaire, une suggestion ou une question pour l'équipe d'On n'est pas du monde? Contactez-nous via les pages Facebook et YouTube du Verbe Média ou écrivez-nous directement à onpdm@le-verbe.com. Qu'est-ce que tu veux, je témoigne. Vas-y, témoigne, Alain. Vas-y, c'est ton cue. Bienvenue, on n'est pas du monde. On est de retour. Vous en êtes bien rendu compte, sauf Alain, le pauvre. En ondes. On a dit bien des affaires là, dans les derniers 3 quarts d'heure. D'entrée de jeu, là, je demandais si c'était un mirage, un idéal bourgeois ou un repos bien mérité, la retraite. C'était mon introduction. L'expression « repos du juste hein, », on peut se servir de ça aussi. Est-ce que, après avoir servi, travaillé, usé ton corps, ton esprit, que sais-je, comment tu vis ta retraite? C'est quoi une bonne retraite? Et là, j'arrête de poser plein de questions. Oui, il y a plein d'affaires. Je te laisse répondre. Ben, d'abord, le mot « retraite » est utilisé à la guerre. Hein? Battre en retraite. Ouais. C'est quand on voit qu'on commence à perdre, là, puis que... on n'a plus les forces pour s'opposer à l'adversaire. Alors, on en a parlé tout à l'heure, là, quand les forces commencent à nous abandonner, là, ce que je vois, moi, là. Alors, on voit qu'on n'est plus d'attaque, là, et là, il faut soit se renforcer, mais rendu à un certain âge, ça ne marche plus. Et alors, il y a simplement un bon sens, là, et on laisse la place à des plus forts, là, qui vont aller sur le champ de bataille. Ça, c'est la première chose. Le repos du juste, on peut le voir comme ça. Moi, je le vois pas comme ça, dans le sens que je mérite pas une retraite, là, une retraite bien méritée, comme on dit des fois. Puis le 7e jour, c'est sûr qu'on est plus libre pour faire des choses inutiles, qui sont les meilleures, là, qui sont les plus... C'est quoi les choses inutiles que tu fais, Alain? Ben, m'occuper des autres, par exemple. Là, même ceux qui sont pas de ma famille, imaginez. Là, Prier même, je t'ai vu l'autre fois. Ça arrive, oui, c'est ça. Alors, prier, évangéliser, m'occupe beaucoup des jeunes là, dans l'Église. Alors ça, c'est intéressant parce que on se rend compte qu'à un certain âge, on a une certaine sagesse. Il y a plein de choses qu'on ignore, mais il y a certaines choses qu'on sait et qu'on peut transmettre. Appris, là, le mot tradition est là, de tradérer, c'est-à-dire de donner à d'autres ce qu'on a. Et ça, je trouve ça intéressant, cet aspect-là de quelque chose qu'on a en nous, qui est immatériel là, et qu'on peut donner à d'autres. Hein, j'ai jamais entendu ça, etc. Alors, toujours ça, c'est toujours le plaisir que j'ai, là, de voir des yeux et un silence, et tu vois qu'il y a quelque chose entre les 2 oreilles qui se passe. Là. Salut. Alors, ça, c'est toujours agréable de faire ça. Évidemment, s'occuper des petits, comme je disais tantôt, être grand-parent, c'est un classique, ça. C'est pas nécessairement seulement chrétien, mais c'est un plaisir là, d'avoir cette gratuité-là avec les petits-enfants, d'aller à la pêche, de dire « tire la mouche là ». Puis, Est-ce que toi, t'en fais de la discipline? Parce que moi, mes parents, on dirait que c'est ça, ils prennent juste le côté le fun. Là, Moi, oui, non, ça fait partie de... C'est sûr qu'il y a l'autorité parentale qu'on ne doit pas non plus surpasser, là, mais par exemple, à la maison, on ne se gêne pas. T'es chez nous, tu mets les bottes là. Chez nous, j'y tire. Bravo, mais ici, non. Dommage, tant pis. Oui, c'est ça. Alors, puis il y a des choses aussi, on voit, là, qui n'ont pas de bon sens. Là. Alors, il faut intervenir, c'est ça. Il n'y a pas une démission, là. Mais on n'a plus l'énergie de garder des petits-enfants
à la tonne. Là. Puis, ça m'impressionne. J'ai eu 16 enfants, ça allait bien. C'est le bordel chez nous. Il me semble que je n'étais pas fatigué, j'avais pas besoin de vacances. Mais là, je garde 2 enfants. Un week-end. Pendant 4 heures. Et là, Ça prend une sieste après. oh, bye. Alors, c'est vraiment... Puis en j'en plus, viens pas. les 3 quarts du temps, c'est ton épouse Monique qui s'en est occupée, là, en plus. Il faut le Ouais, dire. c'est là. ça. C'est ça, mais un petit peu quand même, je m'en occupais. Mais c'est ça, là, alors la retraite, je dirais, il y a moins d'activités professionnelles, mais c'est le sabbat qui prend plus la place, là, c'est sûr. Puis d'aider à ce que le sabbat prenne plus de place aussi chez les autres, là, chez mes enfants, leur famille, les soulager un peu de Leur permettre de se reposer, oui, c'est ça. Oui, puis de les soulager un peu de la construction ou de l'épicerie ou d'un repas pour qu'ils se reposent et qu'ils puissent se goûter plus entre parents, enfants, les frères et sœurs, etc. Et ça, c'est merveilleux. Et nous aussi, goûter aux petits-enfants, c'est merveilleux. Avoir des discussions, bon. Alors, oui, on fait plus de l'inutile, mais qui est la chose la meilleure au monde. Là. Parce que dans l'utile, on s'écœure. Hein. Cogner des clous, là, bon. Ou tirer des joints, ou des choses comme ça. Là. À un moment donné, on dit « wesh, c'est vraiment plate. » Ça peut pas être juste ça, la vie. Là. Non. Alors, la retraite, c'est sûr que pour moi, c'est ça. Et surtout, tant que j'ai les capacités. Là. Mais même plus vieux, avant, dans les maisons québécoises, il y avait la grand-mère qui était là, qui se berçait, puis qui mettait des bûches dans le poêle, coupait un peu les oignons. Elle participait au côté pénible de la vie. Mais elle était là avec son inutilité. Raconter une histoire de Et ça, je trouve ça... Ça, c'est quelque chose que moi, j'ai, cette relation-là avec les enfants. Je suis très chanceux là, d'avoir eu beaucoup d'enfants. C'était la meilleure chose, la meilleure chose qui m'est arrivée, là, ma famille. Mais je vois plein de gens qui sont seuls aujourd'hui, vieux, seuls, qui sont là comme délaissés, qui se laissent aller et qui attendent, qui demandent l'euthanasie. C'est-à-dire qu'ils se rendent compte qu'ils ont travaillé, ramassé de l'argent, et là, ça aboutit à rien. C'est un drame épouvantable. Là. Alors, et surtout dans notre société qui nous dit que la souffrance ne sert à rien, que... Alors, quand les bobos commencent à prendre le dessus, oui, l'euthanasie, je comprends ça, mais c'est d'une tristesse là, épouvantable. Alors que moi, j'ai du plaisir, puis même si je suis sourd, je radote, je manque de mémoire un peu plus, de plus en plus, les petits s'en foutent, eux autres. Puis ils aiment ça, puis ils viennent, puis ils disent « Hey, t'as de la vieille peau », des choses comme ça. Eh oui, j'ai de la vieille peau, puis même, tu n'as pas vu ce que ça va devenir. Hein, ça fait juste commencer. Cette peau-là, la belle petite peau. Il nous reste une petite minute. Je ne sais pas si vous avez en tête des exemples de retraites bien vécues, bon, hormis celle d'Alain qu'on vient d'entendre, là, bien sûr, mais des saints, par exemple, là, qui ont tracé la voie d'une retraite ou d'une fin de vie qui a du sens. Hein? Il n'y a pas cette coupure-là dans la vie des saints. Il n'y a jamais ça, en tout cas, que je connaisse. Parce que pour les saints, le repos du juste, c'est le ciel. La coupure que matériellement, nous, on ramène à 55 ou 65, pour eux, elle est à la fin de la vie. C'est pas dire qu'aujourd'hui, comme retraité, on peut pas changer de rapport au travail, puis se préparer à cette gratuité-là totale du ciel. Ça en prend de plus en plus. Mais pour le chrétien, la vraie retraite, c'est l'autre bord. C'est d'ailleurs ce que disait Charles Péguy, je termine avec ça, toute leur vie, en parlant de ses contemporains, toute leur vie n'est qu'un acheminement à cette retraite, une préparation de cette retraite, une justification devant cette retraite. Il dit ça il y a 100 ans, un peu plus même. Comme le chrétien se prépare à la mort, le moderne se prépare à cette retraite. La comparaison est franchement frappante. Merci à tous les 3 d'avoir été là pour cette discussion. Finalement, c'était pas si endormant, hein, même si le sujet annonçait autre chose. Alain Gagnon. C'est les auditeurs qui décident. Ah, c'est vrai. Laurence Godin-Tremblay, Thomas Malenfant, merci beaucoup à tous les 3. Et merci à vous d'avoir été avec nous pour cet épisode d'On n'est pas du monde. Vous pouvez réécouter tout ça en vous rendant sur les plateformes de réseaux sociaux. On se dit à très bientôt pour un autre épisode d'On n'est pas du monde.